L'équipe, bienvenue dans la quotidienne où on va parler de l'actualité financière et crypto avec ici la rencontre au sommet entre Biden et Xi Jinping. Et on va voir ce qui s'est dit, tout ça, et ce qui s'est ressorti. Et Biden, en tout cas, qui s'en tient à un commentaire selon lequel Xi est un dictateur, quelques heures après leur première réunion. Donc ça, franchement, c'est complètement insensé de déclarer ça juste après une réunion au sommet entre deux grosses puissances de telles. Mais Biden qui maintient, juste après sa rencontre de 4 heures avec Xi Jinping, que le président chinois reste un dictateur. Assez incroyable. Donc, voilà, il le déclare ici. Là, c'était en condition, à la presse. Et il dit, écoutez, oui, c'est toujours un dictateur, tout ça. Donc, assez incroyable. Ce qui est marrant ici, c'est la tête. Vous voyez, je vais vous la mettre en grosse. Ici, regardez la tête de son le ministre. Regardez la tête. C'est de Anthony Blinken qui ferme les yeux, qui dit, oh là là. En gros, il va avoir du boulot parce que lui, c'est celui qui est chargé de la diplomatie et voilà, de maintenir les liens. Et Blinken, là, on le voit sur sa tête, là, il est au milieu, là, vous le voyez, Anthony Blinken, là, qui bouge la tête. Regardez à l'annonce du résultat, regardez sa tête. Et il se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Franchement, c'est incroyable qu'il puisse dire ça, là. Donc, en tout cas, voilà, le résumé de la rencontre, Joe Biden, Xi Jinping, Biden a dit cela permet de progresser dans le rétablissement de relations bilatérales tendues. Donc, il avoue que c'était tendu entre les deux nations et dit que ça permet de progresser. Xi Jinping, lui, a dit que c'était des échanges de vues francs et approfondis. Donc, ils sont allés au fond des choses. Et voilà. Et ensuite, après la conférence, Biden qui retourne un peu, on va dire, dans ses travers et qui déclare que Xi Jinping est un dictateur. Donc, ça n'a pas attendu longtemps. Malgré 4 heures de discussion, il reste un peu sur sa ligne, rival, voilà. Donc, incroyable. En tout cas, lui, Xi Jinping, de son côté, affirme que les États-Unis et la Chine ne peuvent être que des adversaires ou des partenaires. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de juste milieu ou des choses comme ça. Donc, voilà. Il est un peu plus clair que Biden. Il ne cache pas les choses. Xi Jinping a déclaré mercredi aux dirigeants d'entreprises américaines que deux pays devaient choisir entre être adversaires ou partenaires. Donc voilà, il est clair. Soit on est amis, soit on est rivaux. Mais il n'y a pas les deux. Et c'est vrai qu'il y avait des grands dirigeants. Des grands PDG américains. On va aller voir ça. Donc Xi Jinping déclare au PDG américain: la Chine ne mènera une guerre froide ou chaude contre personne. Donc Xi Jinping dit qu'ils sont ennemis de personne. Il ne souhaite pas être l'ennemi des Américains, tout ça. Vous voyez, ici, il déclare que la Chine voulait être amie avec les États-Unis et que son pays ne mènerait une guerre contre personne. L'une de ses remarques les plus claires à ce jour. Il ne veut pas être l'ennemi des États-Unis. Mais il a un sacré problème. C'est que les États-Unis veulent dominer le monde entier. Et les États-Unis considèrent comme menace tous ceux qui s'approchent d'eux. Et là, la Chine se rapproche sérieusement, en tout cas économiquement, des États-Unis, grappille des parts. Et les États-Unis voient la Chine comme une menace. Et les États-Unis, eux, sont sans pitié. Il n'y a pas de... Voilà, ils sont prêts à ce qui est des morts, des choses, des guerres, pour maintenir leur domination et maintenir le dollar. En tout cas, le plus haut possible, même face à la Chine. Donc là où Xi Jinping et les autres États veulent plutôt la paix, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt des Américains. Les Américains veulent rester les maîtres du monde. Donc, je pense que malheureusement, ces conflits perdureront. En tout cas, parce que les États-Unis voudront rester leaders. Donc, Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan restait la question la plus importante et la plus sensible des relations sino-américaines. La Chine prend au sérieux les déclarations positives faites par les États-Unis lors de la réunion de Bali. Donc, il y avait une réunion où les États-Unis avaient tenté de calmer le jeu et la Chine avait apprécié. Mais dans la récente rencontre là, entre Xi et Biden, là, hier, la Chine maintient que c'est Taïwan le dossier le plus important parmi les innombrables dossiers là. Même le conflit Israël, Hamas, Ukraine, Russie, tout ça, c'est Taïwan qui importe à la Chine. Et là, Taïwan, c'est très important. Hein. C'est une île qui regorge de pleine croissance, on va dire, par rapport aux semi-conducteurs. Il possède l'entreprise TSMC, le plus gros fondeur au monde, celui qui fabrique, on va dire, les puces des semi-conducteurs.
Ça, c'est des marchés à plusieurs milliards. Et économiquement, c'est très important, surtout pour le futur. On se dirige vers un monde où les semi-conducteurs vont dominer. En fait, c'est les semi-conducteurs qui vont permettre la robotique, l'intelligence artificielle, voilà, tout ce qui est, voilà, toutes les technologies futures de demain vont être liées aux semi-conducteurs. Et Taïwan est le principal fabricant de cela. Et donc, c'est, voilà, côté économique, c'est très important, on va dire. Donc, voilà. La réunion s'est terminée, hein. Bien sûr, avec beaucoup, je trouve, d'hypocrisie, hein. Surtout de la part des Américains, de Biden, qui fait comme s'ils étaient amis, tout ça. Là, je vais avancer, mais vous voyez ici. Et là, vous les voyez, ils se saluent, tout ça. Mais derrière, ils sont plutôt rivaux et ils se détestent un peu, hein. C'est pas, voilà, c'est pas, on va dire, des pays amis, ou même les dirigeants ne sont pas très amis. Mais regardez Biden tout sourire. Et juste après cela, il va déclarer que Xi Jinping est un dictateur, tout ça. Donc, bon. En tout cas, voilà, la réunion s'est terminée. Plus de 4 heures, hein, d'échange entre les deux. Et voilà, on verra. En tout cas, les deux ont des positions fermes et les deux pays cherchent. Hein, la Chine n'est pas tout rose non plus. Hein. La Chine cherche à prendre la place des États-Unis en tant que puissance mondiale. Chacun ont leurs intérêts. Tous deux veulent dominer le monde entier et être la première puissance mondiale. Donc, voilà. Après, face à face, ça fait voilà, comme s'ils sont amis, tout ça, mais c'est pas trop vrai. Donc, en tout cas, voilà. Tout ça, derrière, c'est économique, faut pas l'oublier. C'est du business aussi, les États, c'est la finance derrière. Et là, on a les grands PDG américains qui étaient là. Hein. Tim Cook, le PDG d'Apple, Elon Musk, bien sûr qu'on présente plus, Steve Schwarzman, voilà. On avait Larry Fink, voilà, des grands patrons. Voilà, la liste des invités, Salesforce, Boeing, FedEx, voilà, Pfizer, que des grands noms. Et beaucoup de PDG d'entreprises américaines. Ici, vous pouvez le voir, hein, le dîner, ici, vous allez voir, je vais remettre. Vous avez ici des personnalités, moi que je connais pas tout le monde, hein, mais vous pouvez les observer ici. Et regardez ici, c'est Larry Fink. Ici, Tim Cook. Vous voyez? Donc là, voilà, une panel de PDG. Voilà, Ray Dalio à gauche ici. C'est voilà, des propriétaires de grands fonds. Hein. Donc là, ça a pesé hier, hein, en termes de puissance. Voilà, que des grands noms, que ce soit hommes et femmes là. Ici, vous avez Elon Musk aussi qui était présent. Hein. Et Elon Musk qui a déclaré qu'il souhaitait que les relations sino-américaines se détendent et se calment. C'est important pour le business. Donc on verra en tout cas ce qui se passera de tout ça à la fin là. N'oubliez pas, Elon Musk, hein, ça reste du business. L'événement Cybertruck. Le Cybertruck, il y aura un événement à la Gigafactory du Texas le 30 novembre. Donc d'ici 2 semaines, là on est le 16, le 30 novembre, l'annonce et peut-être le grand lancement du Cybertruck. Donc ce modèle assez, voilà, assez spécial, le Cybertruck, hein, qui est dans le segment plutôt des véhicules de transport de marchandises légères, mais un peu futuriste, on va dire. C'est plutôt pour transporter des grosses choses. Voilà. Donc, comme les anciens camions à benne, on va dire, les choses comme ça, mais version Elon Musk, un peu plus futuriste, là. Donc, maintenant, on revient un peu plus sur les marchés après cette géopolitique. Les contrats à terme sur le SP500, on peut changer, alors que les traders espèrent tirer parti du rallye de novembre. Donc, pour ce qui est du SP500, c'est plutôt stable. Là, il n'y a pas eu de grands mouvements, tout ça. Même la rencontre Xi-Biden n'a pas trop impacté ça. On va dire que les marchés sont plutôt positifs ces derniers jours. La Fed maîtrise les taux d'intérêt, l'inflation baisse. Voilà, les taux sont maintenus, mais on s'en va vers une perspective où les taux pourraient descendre. Et donc, les marchés pourraient continuer leur hausse. Vous voyez? Donc, on verra ça. En tout cas, on a des actions, surtout côté luxe, qui chutent complètement. L'action Burberry qui chute de 9%, alors que le ralentissement des dépenses de luxe se fait sentir. Les actions concernant le luxe sont en train de souffrir et ça devrait perdurer. En tout cas, tant qu'on a des taux aussi élevés aux États-Unis et la Chine qui est dans une sorte de spirale de déflation, qui a du mal à relancer sa croissance, il va falloir, la Chine peut sous peu là relancer et lancer un plan massif de liquidité là, réinjecter et refaire tourner la planche à billets pour relancer ça. Pour l'instant, c'est pas arrivé, mais voilà, tant que c'est morose et les États-Unis, on s'en va vers la récession, donc tant qu'il y aura ça, ça va pas être le retour des actions du luxe. Il va falloir laisser passer quelques mois là
pour que les actions du luxe repartent. Puisque là, avec ces taux élevés, surtout aux États-Unis, ça ne prête pas à la consommation, on va dire. Le Citigroup, donc une grande banque américaine qui entame des licenciements dans le cadre de la refonte de l'entreprise. Voilà. Et c'est pas que Citigroup, mais de toute façon, là, on s'en va vers l'économie américaine qui va vers la récession. Il va y avoir des licenciements massifs, un chômage qui va augmenter. Ça va être assez tendu, mais c'était nécessaire parce que les Américains ont augmenté les taux, la Réserve fédérale, pour casser cette croissance et pour casser. Et ça va traîner, ça va justement entraîner ces licenciements, mais c'est nécessaire pour refroidir l'économie, pour que l'inflation baisse, on va dire. Vous voyez, les banques, les entreprises américaines vont souffrir quelques temps, le temps que l'inflation reparte à 2%. Et voilà, c'est toujours comme ça. Et ensuite, il va y avoir, les États-Unis vont recommencer à baisser les taux d'intérêt et recommencer la planche à billets. Et comme les investisseurs anticipent tout ça, les marchés en ce moment sont en rallye. Les investisseurs anticipent. Et surtout, il y a plusieurs déclarations maintenant qui disent que la Fed va baisser les taux l'année prochaine. Donc voilà, en tout cas, tout le monde ne souffre pas. Et Microsoft en est la preuve. En tout cas, Microsoft, lui, a tout intérêt à éviter la Chine, alors que les États-Unis envisagent les implications en matière de sécurité nationale, déclare le PDG Satya Nadella. Donc voilà, vous voyez que les relations sino-américaines restent tendues. Hein, parce que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, veut éviter de faire du business avec la Chine, contrairement à Elon Musk et Tesla ou Apple. Voilà, parce que la Chine, ça reste un énorme marché. Hein. Il y a plusieurs milliards, enfin, il y a plus d'1 milliard d'habitants. Et voilà, la Chine, c'est un gros marché pour les véhicules électriques, pour tout. Mais Microsoft n'entend pas faire du business là-bas à cause des relations qui pourraient fracturer, casser la croissance de Microsoft. Et peut-être que c'est une bonne chose. Donc on va voir. Microsoft laisse ça plutôt aux entreprises locales chinoises, Tencent, Alibaba. Voilà. Mais lui, il veut pas trop s'exposer là-bas. Et il aura peut-être raison là, au vu des tensions là. On a vu Nvidia justement souffrir voilà, avec les restrictions américaines. Microsoft annonce une puce IA d'ailleurs personnalisée qui pourrait rivaliser avec Nvidia. Et voilà pourquoi Nvidia hier a chuté en bourse là. Je ne sais pas si on pourra le voir là. Je vais cliquer ici. Alors voilà. Hier, Nvidia a souffert. Hein. Vous voyez la forte chute là. Moi-même, je l'ai subi puisque je suis investisseur sur Nvidia. Et voilà, l'annonce de nouvelles puces a fait plonger Nvidia à 2%. Et aujourd'hui, la baisse semble se prolonger. Ensuite, Nvidia est un peu remontée, mais la baisse semble revenir là pour Nvidia. Donc, Microsoft va faire des puces. Et bien sûr, ARM. Donc, pour moi, le grand gagnant de tout ça, ça va être ARM. Hein. ARM est en train de tout rafler. Déjà que ARM occupe 99% des smartphones dans le monde. Maintenant, ARM, bientôt à terme, va occuper tous les PC dans le monde. Et même les futures consoles. Hein. On apprend que Xbox devrait s'appuyer sur ARM. Donc, Apple était les premiers à se tourner vers ARM, d'où le succès toujours plus fort de l'iPhone 15 et surtout des MacBooks qui grappillent des places et grappillent des parts là, sur les ordinateurs portables au profit d'Intel et de AMD. Et là, maintenant, tout le monde, même Intel et Microsoft, et surtout Nvidia là, en 2025 avec AMD, se tournent vers les ordinateurs, les PC, le marché des PC et le marché des PC portables. Et tous, sans exception, se tournent vers ARM. Donc là, ARM va être le grand gagnant. C'est pour ça que je vais accentuer mon investissement vers ARM. ARM, c'est une pépite anglaise, une entreprise britannique qui est cotée hein, maintenant sur les marchés depuis peu, les marchés américains du Nasdaq. Et ARM, c'est eux qui vendent l'architecture en fait des semi-conducteurs. Ils ont en fait une architecture assez spéciale qui permet plus de puissance, plus d'efficience, voilà. Et on voit que Apple domine les smartphones et aussi maintenant les PC portables grâce au processeur ARM là, au GPU ARM, et tous se tournent vers là. Et même Nvidia va arrêter sous peu les GPU. Les gros matériels GPU là, et va se tourner vers les puces ARM, même pour la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle. Donc même l'intelligence artificielle de demain va s'appuyer sur les semi-conducteurs et les processeurs ARM. Et tout le reste, hein, on va dire le marché de l'automobile, voilà, tout ce qui va devenir plus intelligent avec l'intelligence artificielle, tout ça va se baser sur les processeurs, les semi-conducteurs
ARM là. Donc c'est les grands gagnants de tout ça. Et là, on a Microsoft qui dévoile 2 puces, un GPU, un CPU, ce qui fait mal à Nvidia puisqu'ils viennent sur les terres maintenant de Nvidia pour alimenter ChatGPT, qui appartient, on va dire, quasiment à Microsoft, hein, parce que Microsoft a une grosse participation. Et Microsoft donc va petit à petit délaisser voilà, Nvidia pour mettre ses propres GPU et CPU maison pour ChatGPT, pour alimenter ChatGPT et pour ses futurs ordinateurs portables. Donc Nvidia a un sacré concurrent maintenant. Vous voyez? Et je pense que Microsoft là, vraiment c'est une entreprise incroyable, hein, avec Xbox, LinkedIn, Microsoft Azure, enfin, le cloud Azure, les PC Windows, toute la gamme Office. Enfin, Microsoft là, je pense que Microsoft peut dépasser Apple, hein, je le maintiens. Ça ne m'étonnerait pas que, voilà, au vu des virages, parce que là, le fait que maintenant Microsoft, avec ses puces, on va dire, va même limiter la part de marché d'Apple. Donc, ça va être assez problématique pour Apple si Microsoft maintenant se tourne lui aussi vers ARM. Et en fait, ils viendront, en tout cas, casser l'hégémonie d'Apple, en tout cas sur le marché des PC. Et c'est pour ça, et au terme de capitalisation, ils sont très proches. Là, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Regardez, si on regarde Infinite Market Cap, si on exclut l'or, hein. Apple est l'entreprise la plus précieuse en bourse. Mais regardez, Apple, c'est 2,9 trillions. 2 milliards 900 millions. Et Microsoft, c'est 2 milliards 700 millions. Donc, c'est très proche, hein. On a 200 millions de capitalisation. Mais là, au vu de ce qui se passe, voilà, l'iPhone a de plus en plus de mal avec les iPhones qui ne se renouvellent pas vraiment. Voilà, la gamme. Il se pourrait que Microsoft, qui grossit toujours plus dans le cloud, et voilà, c'est des marchés qui vont être de plus en plus gros. Microsoft qui en plus se tourne vers ARM, voilà, vendre ses propres choses. Microsoft qui possède ChatGPT. Donc là, et ChatGPT et OpenAI qui vont dominer l'intelligence artificielle. Je pense que Microsoft va devenir l'entreprise la plus précieuse. Donc, on va étudier ça. Et Microsoft, ça ne m'étonnerait pas que je prenne des actions aussi, Microsoft, que je vais holder, hein. Là, c'est pas trop de la spéculation, c'est sur le long terme pour voilà, se faire des 10, 20% ou 20, 30% chaque année au minimum. Donc, voilà. Très intéressant, Microsoft. Et regardez justement, voilà, Microsoft qui vient d'annoncer de nouvelles puces conçues sur mesure, hein. La nouvelle puce Maya, conçue pour les LLM comme GPT, qui alimente les services Azure IA. Donc, pour l'instant, Microsoft s'appuie sur Nvidia, hein, pour alimenter son Azure, ses clouds et tout ça. Mais voilà, ils ont maintenant leur propre puce maison. Vous voyez? Et le processeur, donc, Cobalt, est conçu pour exécuter le cloud computing général. Donc, voilà, un GPU Maya, une puce GPU Maya et une puce CPU Cobalt. Vous voyez? Donc, Microsoft est en train de grignoter lentement le monopole de Nvidia. Donc, Nvidia, la fête pourrait se terminer dans les années à venir. Ils ont une grosse domination, on va dire, mais là, avec cette puce-là, Nvidia pourrait perdre sa dominance. Et c'est pour ça qu'Nvidia a chuté un peu, voilà, en bourse. Donc, regardez, hein, et Microsoft qui possède ChatGPT, ChatGPT qui est le grand leader de l'intelligence artificielle, ChatGPT qui commence à se développer sur tous les fronts, hein. Bientôt, ils vont rentrer dans la robotique, et bien, avec ChatGPT 5, tout ça. Et là, regardez, même dans l'automobile, ils intègrent ChatGPT qui est le système le plus avancé, hein, avec ChatGPT 4 actuellement, mais ils sont déjà sur ChatGPT 5. Donc, Microsoft possède le meilleur à ce jour, voilà, chatbot ou agent, on va dire agent IA. Vous voyez? C'est pour ça que Microsoft, moi, je vais mettre des billes dessus là. Et donc, OK, pour l'utiliser, il suffit de s'adresser à DS Iris System en prononçant OK Iris. Vous prononcez OK Iris et vous avez accès à l'intelligence artificielle ChatGPT. Incroyable, hein, ça c'est une bonne chose. Je pense que Tesla va intégrer Grok, son langage de conversationnel, dans, dans ces Tesla. Donc on verra. Mais il va y avoir une guerre. Mais vous voyez que l'automobile, ça, voilà, ça progresse, hein. Et c'est très technologique maintenant l'automobile. Donc voilà par rapport à tout ça. On continue, on va passer bientôt sur les cryptos, hein. Donc le marché pense que la Fed va commencer à réduire ses taux de manière agressive. Les investisseurs pourraient être déçus. Donc les marchés sont toujours plus, on va dire, optimistes que pessimistes et les investisseurs anticipent une baisse de taux. Moi-même, je pense que ça va arriver. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, certains analystes disent que les investisseurs risquent d'être déçus parce que ça ne va pas être le cas. Moi, je pense que si. Les taux sont en train de baisser à une vitesse
à une grosse vitesse. Enfin, les taux, l'inflation plutôt. On a encore eu les derniers résultats et ça descend vraiment bien. Donc, je pense qu'il va y avoir un pivot. Donc, moi, je maintiens et j'ai confiance. Après, on pourra être déçu, mais on attendra juste simplement un peu plus. Enfin, un peu plus, hein, c'est tout. Hein. Mais en tout cas, il faut rester, pour moi, sur les marchés. Que ce soit crypto, largement sur crypto maintenant à présent, parce que le bull run repart. Et aussi sur les marchés en bourse, sur le long terme. Puisque, avec l'anticipation et de la baisse des taux, les marchés vont faire que de monter là pour les prochaines semaines pour moi. Donc voilà, à côté de ça, le Sénat voilà, qui envoie un projet de loi de financement au bureau de Biden. Donc le Sénat en ce moment est sur un fil à chaque fois. Hein. De justesse, ils envoient des projets de loi à la dernière minute. Tout ça pour éviter que le gouvernement fasse un shutdown ou se ferme. Parce que ça peut être catastrophique ça pour l'économie américaine. Et comme ils sont pas trop d'accord, parce que ils sont quasiment 50-50 de républicains, de démocrates. Voilà, ils ont du mal à se mettre d'accord. Et à chaque fois, c'est un projet de loi qui sort à la dernière minute qu'ils envoient ça dans le bureau de Biden pour qu'ils signent en urgence pour éviter la fermeture du gouvernement. Bon, ils sont sur un fil, hein, en tout cas aux États-Unis, là. On le sent là. Avant de passer dans les autres marchés, on va rester en Amérique du Nord avec Justin Trudeau qui a été chassé d'un restaurant. Donc, c'est le premier ministre canadien. Il a été chassé d'un restaurant de Vancouver par une foule criante qui a lancé des accusations de génocide de la part de Trudeau, tout ça. Donc Trudeau n'est pas vraiment le bienvenu comme Macron. Hein. Vous ne verrez pas Macron se balader trop dans la rue. Voilà, Trudeau, c'est pareil, c'est l'équivalent de Macron. Ces deux gars corrompus, on va dire, qui ont été mis en place par les États, enfin les... Bon, je ne vais pas parler de... Enfin, là, on dirait que ça serait de la théorie du complot. Mais voilà, on voit que c'est pas des gars... On voit que c'est la caste. Voilà, qu'ils ont été choisis. Et comme ces gars-là possèdent tous toutes les presses, les médias, les télévisions, bah, en fait, ils manipulent les intentions de vote et ils sont élus et mis en place là. Et voilà. Et Trudeau, lui, se fait éjecter en tout cas à Vancouver. Donc dans l'ouest absolu du Canada là. Le Canada a 12 provinces et c'est très grand. Hein. Rien que le Québec, c'est au moins plusieurs fois la France. Enfin voilà. Donc, se dirige-t-on justement vers une nouvelle crise financière mondiale? C'est la question que se pose UBS, donc aux États-Unis là. La dette augmente et ne fait que d'augmenter, surtout avec des taux très élevés comme ça. C'est très dangereux. Hein, parce que ça fait accélérer les emprunts sont devenus plus forts et la dette continue d'exploser. Et on a peur que ça implose. Mais voilà, faut pas trop s'inquiéter pour les Américains qui ont la planche à billets de côté et qui vont pas hésiter à mettre un gros coup. Donc ça, il se pourrait, mais je pense que ça ne sera pas pour cette fois. Un jour, tout ça, ça va éclater. Et je pense que c'est ça qui va même peut-être lancer définitivement et faire passer le monde dans le Web3, la blockchain, surtout le Bitcoin, Ripple, tout ça là, et les stablecoins pour les transactions du futur là. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, l'économie américaine arrive à encaisser cette dette. Et que ce soit là aujourd'hui 33 milliards de dettes ou plus tard 45 milliards, je pense que les Américains, voilà, ça dévalue, ça va continuer à affaiblir le dollar. Mais tant que le dollar n'implose pas et ne part pas en forte inflation, pour moi, ils ont la maîtrise de la situation. Donc voilà. Maintenant, côté Europe, les actions européennes en baisse. Siemens en hausse de 6% sur ses bénéfices. Burberry en baisse. Donc en Europe, c'est un peu plus mitigé. L'Europe, lui, a fini par un peu chuter là, contrairement aux États-Unis. Mais ça reste quand même correct. Hein. Le CAC 40 était bien monté. Donc rien d'alarmant. À Hong Kong, les actions de Hong Kong chutent alors que Xpeng entraîne la baisse des actions des véhicules électriques. Et les pourparlers entre les États-Unis et la Chine démarrent. Donc en Chine, c'est un peu plus problématique. Les Chinois sont confrontés à une déflation et donc un problème de relance économique. Et il va falloir que la Chine lance la planche à billets. Ils n'ont pas trop envie de le faire parce que s'ils lancent la planche à billets, ça va affaiblir le yuan, surtout face au dollar. Là, c'est un moment où la Chine est en train de rattraper les États-Unis là, et ils n'ont pas trop envie d'affaiblir à ce moment-là le yuan. Vous voyez, je pense que les Chinois jouent la montre et attendent que le dollar faiblisse complètement pour lancer la planche à billets. Voilà. Et ce qu'ils attendent, parce que le dollar devrait faiblir avec la baisse des taux d'intérêt. Et je pense que la Chine attend ça, pour pas que le yuan s'écarte trop du dollar, en fait. Les Chinois essayent de jouer la montre pour que le yuan... De toute façon, c'est une guerre de la monnaie. Hein.
Donc c'est voilà, c'est et en fait, il faut que le yuan devienne plus fort que le dollar pour que la Chine domine en fait le monde. Et en fait, c'est un combat de la monnaie et c'est pour ça que la Chine tarde à relancer et à vouloir faire lancer la planche à billets. Vous voyez? Donc on verra. Et voilà, en attendant, les actions souffrent de tout ça là. Donc voilà, on passe au crypto, le Bitcoin qui s'envole à nouveau après des prises de bénéfices. Donc optimisme sur l'inflation. Donc le fait que l'inflation descende bien et que les taux d'intérêt vont peut-être baisser en 2024, les investisseurs et aussi les spéculateurs en crypto apprécient cela. Et le Bitcoin qui s'envole. Donc là, vous voyez, regardez, on avait eu une sorte de correction là, avant que là, vous avez vu un pic à la hausse. Donc ça montre la force, ça montre vraiment la force du Bitcoin là. Vous voyez? Et regardez, à ce jour là, incroyable, hein, c'est ce vert plus en moyenne plus 15-20% en moyenne là. Vous avez Kaspa qui n'arrête pas d'exploser, Avax qui revient, Ordi, moi je vais acheter du Ordi, voilà, Render aussi, assez impressionnant. Quand le Bitcoin monte de 3 à 4%, les altcoins eux explosent de 15-20%. C'est pour ça que il faut être exposé, on va dire, aux altcoins. Et là vous avez Tao aussi. Voilà, là vous avez des pépites, hein. Tao, Kaspa, Ordi, Render, ça c'est vraiment des cryptos qu'il faut posséder normalement même avant la vraie explosion. Hein, parce que là, on a un allumage, on va dire, mais c'est pas la vraie explosion. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Donc ici, on a l'un des candidats à la présidentielle américaine, un candidat républicain, donc dans le camp plutôt de Trump, Vivek Ramaswamy, le candidat à la présidentielle américaine, déclare que le gouvernement est menacé par l'existence de Bitcoin. Vous voyez? Ils ne veulent pas que les gens exploitent davantage de Bitcoin car cela pourrait rendre le Bitcoin plus populaire. Et donc, apparemment, le Bitcoin serait un problème pour le gouvernement américain. Ça, c'était vrai. Et c'est ça qui a cassé un peu et qui a mis le Bitcoin en bear market. Et que le Bitcoin a pas mal souffert des restrictions américaines. Mais là, maintenant, les grandes institutions et les géants institutionnels américains, les grandes banques, BlackRock et toute compagnie là, se préparent à accepter vraiment le Bitcoin. Et voilà, avec les ETF Bitcoin Spot. Donc, ce qu'il dit, c'est vrai. Ça pose un problème, puisque le Bitcoin menace le dollar. Mais voilà, on s'en va quand même vers une adoption du Bitcoin là. Donc voilà, les dernières actualités sur les cryptos. Binance va lancer un exchange crypto en Thaïlande, début 2024. Donc, Binance n'est pas mort. Hein. Binance est toujours là. Et voilà, Binance qui a obtenu l'approbation de la SEC de Thaïlande pour commencer les opérations. Je pense que Binance va dominer plus le secteur Asie et laisser un peu sa part un peu à Coinbase ou les autres acteurs aux États-Unis là. Ils sont très mal vus en Occident, Binance là. Donc on verra. Mais Binance est toujours le grand dominant des exchanges. Hein. Faut pas oublier ça. Solana toujours plus haut. Solana qui ne s'arrête pas. C'est assez impressionnant. Regardez le chart, que des bougies vertes. Par rapport à ce que je vous ai expliqué hier, hein, Solana est vraiment une blockchain assez jeune et moderne. Et ça ne m'étonne pas que que le fait que la crypto redémarre et qu'il y a un nouvel engouement, que c'est la blockchain Solana qui est choisie pour la DeFi et les choses comme ça. Parce que c'est très simple. Et Solana a une interface assez friendly, tout ça là. Donc ça ne m'étonne pas. Et donc Solana qui pourrait rattraper XRP. Hein, dans la capitalisation et dépasser même Ripple. C'est incroyable. Donc Solana, on va aller voir ça. Peut-être que Solana est même en top des tendances. Voilà, il est troisième. Hein. C'est Kaspa là qui passe en tête. Hein, parce que Kaspa ne s'arrête pas. Mais regardez, Solana est cinquième. Hein. Et je vois très bien déjà Solana dépasser un jour BNB et Tether. Donc Solana a même une chance de devenir troisième. Hein, après Bitcoin et Ethereum. Incroyable. Quand on pense que l'année dernière, quand FTX s'est effondré, on donnait pas cher de la peau de Solana. Moi-même, hein, j'étais très méfiant à cause des pannes répétitives de Solana, mais ils se sont battus et là, c'est relancé et l'effort a payé. En plus de ça, Solana a un gigantesque potentiel avec toutes ces super applis là, Render Network, Helium, voilà, il y en a plein là. Il y a Dialect, la messagerie, Hivemapper, voilà, le Google Maps. Enfin, il y en a, voilà, vous avez le Uber décentralisé qui est dessus aussi. Tout ça, et avec leur téléphone aussi, qui a un UX Web3 assez impressionnant, le téléphone Saga, plus les stores de Solana, les magasins qui ont fermé, mais qui pourraient réouvrir avec cette image assez jeune. Je pense que Solana, là, a vraiment de quoi faire et de quoi impressionner là, pour le prochain bull run. Là. Donc, je vais en amasser beaucoup aussi, Solana.
Donc voilà, et je savais pas, mais Solana a explosé dernièrement par rapport au breakpoint qui s'est tenu là il y a pas longtemps. Je sais même plus où là. C'était à Lisbonne, je sais même plus. Il y a eu un breakpoint, c'est à Amsterdam, je pense là. Je confonds parce qu'il y a beaucoup de conférences là, mais je savais pas, mais Solana tient encore un hacker house là, et là cette fois c'est à Hong Kong. Donc là c'est déjà le 3e jour. Ça parle de DeFi, de gaming, tout ça. Et voilà, hein. C'est pour ça peut-être que Solana continue à exploser puisqu'il y a des annonces qui continuent à être faites. Et cette fois, c'est à Hong Kong, en Asie. Et j'étais même pas au courant. Donc Solana, voilà, tient plusieurs hacker house. Ça aussi, c'est très moderne. Les hacker house, ces trucs comme ça, là. C'est un peu à la manière d'Apple. Vous voyez, les conférences d'Apple que les entreprises tentent de faire, là, comme Meta, Tesla. Toutes les entreprises essaient de faire comme Apple, comme une sorte de keynote, on va dire, là. Et Solana est assez à l'aise dans cet exercice-là. Et ça montre en fait que Solana va être très big. En fait. Donc voilà. Dans le reste des actualités, le PSG, le Paris Saint-Germain et BLVCK, la Black, je ne sais pas comment dire ça, Paris, dévoilent une collaboration unique qui mêle NFT, sport et mode. Donc voilà, hein, regardez ça. C'est une collection sombre, noire, collection de NFT qui va être avec leur partenariat crypto.com. Voilà, crypto.com est un partenariat du PSG, faut le rappeler. Et je vais suivre tout ça. Donc, voilà, crypto.com aussi, hein, c'est un géant institutionnel qui sera là et qui continue de monter petit à petit. Et là, l'annonce, en tout cas avec le PSG. Et la dernière grosse actualité, c'est la star de la boxe, Manny Pacquiao, l'un des plus gros représentants asiatiques de la boxe, Manny Pacquiao, qui apparemment la blockchain Shibarium du Shiba Inu sera utilisée par la fondation Manny Pacquiao pour des activités de collecte de fonds et opérationnelles à partir de mercredi. Donc voilà, hein, c'est déclaré par Manny Pacquiao en personne. Vous voyez ici là. Donc voilà, Manny Pacquiao qui va utiliser la blockchain Shibarium qui est aussi l'énième layer 2 d'Ethereum si je me trompe pas. Ça fait longtemps que voilà. Mais c'est du tout bon, hein, tout bon pour Shiba et Manny qui fait l'annonce. Donc Shiba qui va pas tarder aussi, hein. Shiba, Dogecoin, Floki qui va pas tarder à exploser. Donc la fondation de l'ancien champion de boxe Manny Pacquiao utilisera Shibarium, hein. Incroyable. Donc le Shiba, vous voyez qu'il y a son utilité. Et en Asie en tout cas, la fondation de Pacquiao va l'utiliser en tout cas. Donc voilà, j'en ai fini pour ce journal. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. On se tient au courant pour d'autres journaux et d'autres peut-être études de cas sur les projets crypto ou boursiers. Donc on verra. Spartiate, force à nous, hein. Allez, à plus.